Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie la Première. Voici les titres de votre journal. La menace de pandémie du virus Covid-19 n'empêche pas les Polynésiens de voyager. Ils évitent juste les pays très contaminés de l'Asie. Les États-Unis et la Nouvelle-Zélande restent les destinations privilégiées. Et puis, gros plan sur la guerre de la téléphonie mobile, un marché juteux de 12 milliards de francs pacifiques. Face au plus petit opérateur qu'est Viti, les deux enseignes Vini et Vodafone se livrent une bataille féroce. Réapprendre à cuisiner des plats sains, c'est l'objectif de l'atelier culinaire du Centre de protection infantile de FAA, une école de cuisine pour les familles qui sont tombées dans la facilité des plats emportés pas toujours équilibrés. Et puis notre page destinée aux élections municipales nous emmène ce soir à Huahine à la rencontre de sa population rurale. Nous aborderons dans cette même rubrique l'historique des maires qui ont dirigé la ville de Papeete. Enfin, pour terminer, un zoom bien mérité sur les distilleurs de rhum polynésiens qui se sont illustrés à Paris. Le rhum du domaine Paripari à Taha et le Tamure Dream de Tahiti remportent la médaille d'or. Mais avant d'aller plus loin, le virus Covid-19, l'OMS évoque désormais un risque de pandémie car il touche à présent 80 000 personnes dans le monde. Outre les 2600 morts en Chine, 6 pays d'Europe sont affectés, comme l'Italie, où le bilan est de 10 morts. Une épidémie bien sûr redoutée par les Polynésiens qui ont carrément annulé leur déplacement vers ces destinations, préférant voyager aux États-Unis ou en Nouvelle-Zélande. Nicolas Suire, Jacques Damour et Merla Vaner. De plus en plus de régions du monde sont touchées par le coronavirus. Vers la Chine, tous les voyages sont annulés depuis plusieurs semaines, comme celui de l'association philanthropique chinoise. Un déplacement annuel d'1 mois pour apprendre le mandarin en immersion à Pékin. Il y a quelques parents qui voulaient attendre en disant peut-être en juillet, ça va être levé. On a dit non, on a préféré. Parce que vous savez, dès janvier, février, il fallait payer déjà l'université, les billets d'avion. Ce chef de groupe de danse marquisienne emmène chaque année 35 musiciens et danseurs en Russie. Pour 2020, ce sera le 14 juillet et pas question d'annuler à cause d'un virus. Au contraire, ils sont fiers de partir quand même en Russie pour promouvoir la culture quand même aussi marquisienne. Et représenter la Polynésie, surtout les marquises. Dans cette agence de voyage, les réservations sont stables, hors destination asiatique. Les États-Unis, Paris, ça marche toujours. La Nouvelle-Zélande, ça marche très bien. Mais tout ce qui touche l'Asie, on n'a plus rien. Quant au départ vers le reste du monde, les projets sont parfois maintenus, parfois annulés. On est en projet de partir en métropole avec ma femme, parce qu'on a un fils qui fait son service militaire et ça fait pratiquement au moins 1 an et demi qu'il est là-bas et on est en projet d'aller le rejoindre là-bas. À cause de cette maladie, on n'a plus envie de partir, même à l'aéroport de Tahiti. Donc vous partez nulle part? Nulle part. Je préfère rester chez moi, dans mon phare. 3000 Polynésiens voyagent chaque année en Asie. En 2020, ce chiffre sera certainement proche de 0. Un dossier signé. Et cela n'empêche aucunement le marché de la téléphonie mobile qui est en pleine ébullition. En Polynésie, cela représente un marché de 12 milliards que se partagent les 3 opérateurs de la place. C'est la bataille fait rage avec un enjeu désormais au centre de tout. Proposer un accès aux données toujours plus important. C'est un dossier signé Stéphane Ratino et Rohan Potoru. Des chiffres aux caractères épais, des heures qui s'allongent et des codes couleurs plus intenses que jamais. Dans le monde de la téléphonie et de l'Internet mobile, la guerre des 3 aura bien lieu. Les états-majors préparent la stratégie, affinent la conquête. La guerre de mouvement a une nouvelle date, le 1er mars. Et aujourd'hui, Viti a encore dégainé une nouvelle offre, intermédiaire en termes de prix. La petite structure spécialiste de l'Internet tente de capitaliser son savoir-faire. Dans cet univers, sa conquête du consommateur, c'est le data. Le dernier arrivé a des fourmis dans les jambes. On a commencé par une révolution, mais maintenant on part tout de suite sur l'évolution. C'est-à-dire que l'on veut chaque mois amener des nouvelles offres, des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux produits et être dynamique sur ce marché qui a quand même dormi pendant quelques années en fait. Le marché a un petit peu évolué à l'apparition de Vodafone, mais après on est resté sur un marché statique, ce qui ne bénéficiait pas forcément aux clients. Donc là, nous, on va être plus sur un marché dynamique et que
l'enrichissement de nos offres profite à tous les Polynésiens en fait. Aujourd'hui, les chiffres mondiaux sont clairs. La consommation de l'Internet mobile explose. Même en Océanie, la multiplication promet d'être exponentielle. En ce moment, les gigaoctets se promettent au téléphone. Dans l'écriture des référentiels marketing, les mégas sonnent également bien aux oreilles du consommateur. En tant qu'étudiant, c'est beaucoup plus important. Ça nous donne plus d'opportunités d'aller sur le net pour faire nos recherches, nos études et tout. Comme on va dire, si c'est moins cher et tout, ben, du coup, tant mieux y aller changer et tout. Le ciel polynésien, théâtre d'une guerre des ondes. Les marchés sont importants, 8 milliards pour la téléphonie et 4 milliards pour l'Internet mobile. Direction Vini, l'opérateur historique, 210 000 clients actifs, plus de 70% du marché. Là aussi, au 1er mars, de nouvelles offres, d'autres en préparation. La guerre de mouvement, appuyée sur un réseau de 200 points de vente, et dit-on à l'état-major du groupe, une présence technique partout sur le territoire. On n'a pas attendu même l'arrivée de la concurrence pour pouvoir baisser nos tarifs, pour pouvoir donner plus de valeur ajoutée à nos clients. Donc on le fait depuis 25 ans et donc on va continuer à le faire demain. C'est donner plus de data, mais également plus d'heures de communication voix à nos clients. Une partie sans concession dans le bureau du patron de Vodafone, comme un trophée, un chiffre, 100 000 clients. Depuis 2013, le deuxième opérateur sur le territoire dit avoir une croissance de 1500 à 2000 abonnés chaque mois. Et là aussi, de nouvelles offres. Leur visibilité est en partie assurée par la répétition de publicités comparatives, un rouge vif, couleur de conquête, qui ouvre parfois la voie à un contentieux juridique. Cette dernière affiche devrait passer en référé au tribunal la semaine prochaine. La base de comparaison est contestée par l'opérateur historique. On n'a jamais suivi nos concurrents, nous on suit notre chemin, on veut toujours faire baisser les prix. Plus on a de Polynésiens qui s'abonnent, plus on fait baisser les prix et plus on partage cette économie au sein de la population. Je veux dire, aujourd'hui, je suis attaqué à cause de ces offres qui sont là. La Vini nous attaque. Je vais renforcer encore une autre offre dans quelques temps, dès qu'on sera 110 000, 120 000 abonnés, où ça va faire encore très mal à l'international ou ailleurs. Dans cette guerre des trois, c'est le consommateur qui va décider le prix, le contenu de l'offre, les petites lignes du contrat, l'idée qu'il se fait de chaque entreprise. Car malgré la communication publicitaire, la multiplication des messages, la souveraineté de l'acheteur est totale. Changera ? Changera pas. Oh, moi, ça change pas eu de problème. Pour les forfaits, ça me convient. Est-ce que tu vas regarder les offres ? S'il y a une offre qui m'intéresse, ouais, pourquoi pas. Le volume Internet me satisfait actuellement, mais le volume téléphone, effectivement, en fonction du prix, c'est un ensemble de choses et les deux, c'est le mélange des deux qui est important, donc je verrai. Donc la concurrence, vous allez la faire jouer ? Tout à fait. Ce fut peut-être en marche lente, mais les prix n'auront jamais été aussi bas en Polynésie. Au chapitre judiciaire maintenant, l'entrepreneur Koko Taputuar a été condamné ce mardi à 3 ans de prison avec sursis et 5 millions de francs d'amende par le tribunal de Papeete pour faux et usage de faux. Pour mémoire, le chef d'entreprise s'était vu attribuer la phase 1 du projet aquacole de Hao, à savoir l'obtention des premiers permis de construire. La société chinoise Tahiti Nui Ocean Food lui avait alors versé 50 millions de francs, mais il aurait produit des plans frauduleux. Conséquence, le projet aquacole de Hao accuse un retard de 3 ans, des accusations réfutées par l'avocat de Koko Taputuar. On l'écoute au micro de Gilles Tautou et Mirko Van Faux, suivi de l'avocat des plaignants. Le tribunal a été au-delà du problème qui lui était soumis, c'est-à-dire le faux et l'usage de faux. Le tribunal a été au-delà de ce problème-là en évoquant une époque révolue. C'est vrai, celle du CEP où effectivement on n'avait pas besoin de diplôme pour faire des grands travaux, pour être chef d'entreprise. Cette infraction a dû obliger ma cliente effectivement à déployer de nouveaux moyens pour reprendre l'intégralité de ses plans, les redéposer, et donc ce qui veut dire des retards considérables dans le cadre du projet et des coûts supplémentaires puisqu'il a fallu faire appel à de nouveaux prestataires. Et sachez que Koko Taputuar écope également d'une interdiction à vie d'exercer dans le milieu de la construction. Il devra également rembourser les 50 millions de francs qu'avait versé Tahiti Nui Ocean Food à sa société.
On parle à présent des petits plats qui nous ouvrent l'appétit avec un atelier culinaire destiné aux familles avec un médecin et une infirmière. Un atelier où l'on réapprend les fondamentaux d'une cuisine saine et peu coûteuse. Cela peut vous paraître incroyable, mais bien des parents ont oublié que l'on peut cuisiner à la maison des plats équilibrés pour pas cher. Brigitte Olivier, Patrick Sinsi. C'est un geste qui vous paraît évident, eh bien non, détrompez-vous. Bien des jeunes parents ne savent plus préparer une soupe ou une purée maison et ces ateliers trimestriels du Centre de protection infantile sont bien utiles. Si tu veux, on a toujours à apprendre et on n'a pas fini d'en apprendre sur nos produits locaux. Alors que s'est-il passé? Les Polynésiens ont-ils perdu le goût, le savoir ou l'envie? La facilité. Là, tu vas au magasin, tu achètes le pot déjà fait, tu emmènes à la maison. Tandis que là, il faut tout préparer. Ça. Déjà, le matiti, le dimanche, ça prend du temps à manger. Tu manges qu'à 9h du matin, hein, tu prépares à 4h du matin. La facilité, mais aussi la méconnaissance des vertus des fruits et légumes locaux, trop souvent remplacés par des produits d'importation plus chers et hyper traités. Souvent, quand on demande aux mamans qu'est-ce que tu donnes comme fruits à tes enfants, eh bien, elles nous disent je donne des poires, des pommes, des kiwis ou des oranges importées. J'ai l'impression que pour les mamans tahitiennes, c'est pas normal d'avoir à aller acheter des papayes, des bananes, des mangues. Quant au fléau numéro 1 de la Polynésie, le sucre, rien de tel qu'une petite démonstration pour sensibiliser. Mais cela ne signifie pas que le message va passer auprès des enfants qui, semble-t-il, n'aiment plus l'eau. Je ne sais pas, je préfère mieux le coca et le jus que de l'eau. Que faire de l'éducation encore et encore sous toutes ses formes et à tous les âges? Le médecin du CPI pense même qu'il faut réapprendre le temps familial. Le but, c'est de rappeler aux familles qu'elles ont déjà tout le savoir et qu'il faut un peu le réactiver, en fait. Il faut reprendre le temps de faire la cuisine ensemble, prendre le temps de réutiliser des produits locaux. Quelques patates douces du potiron, un petit morceau de brocoli, un peu de poisson et des fruits. Ce qui pousse partout, c'est simple pourtant. Aussi simple que l'allaitement maternel est tellement mieux que tous les ersatz qui ne font qu'enrichir les mêmes et grossir les autres. Voilà un atelier bien utile. On ouvre à présent notre page consacrée aux élections municipales. Et on s'intéresse ce soir à Huahine, aux îles sous le vent, cette petite île d'à peine 75 km² que l'on appelait autrefois Matairea, point de départ de la Hawaii-Kinui Va'a, compte aujourd'hui plus de 6000 habitants. Si chaque famille vit de l'agriculture et de la pêche, le taux d'emploi est de 28,5%. Excepté dans la capitale de Faré, le problème de l'eau courante et de l'eau potable est toujours d'actualité. Huahine, qui englobe 8 communes associées, compte 5027 inscrits, soit 29 sièges à pourvoir au sein du futur conseil municipal. Je rappelle que Huahine est dirigé par l'élu Tapura Marcelin Lissan, dit Titi, depuis 2014. Alors à la question, si vous étiez maire de Huahine, que feriez-vous? Vous seriez étonné d'entendre que certaines personnes interrogées observent de loin les agissements des élus municipaux et sont assez critiques par rapport à la précarité des emplois proposés par la commune. Inacio Raveino, Marcel Bonou. Si j'étais élu, je ne vais jamais courir. C'est pour faire ce travail-là, je préfère me vendre mes légumes. On parle beaucoup d'écologie. Mais l'écologie, c'est la politique, c'est quelque chose. C'est tout ce qu'on appelle, c'est une organisation pour gérer un pays. Les décisions de ce qu'on fait, c'est politique. Hein? Alors, il faut que ça soit un endroit assez sain quand même. Je ne dis pas très sain, mais il faut que ça soit assez sain. Ce n'est pas évident que tout le monde soit en règle. Mais il faut faire de son mieux à ce moment-là. De l'emploi, là en ce moment, nous recevons des emplois à 3 mois, des CAE de 6 mois. De donner de bons emplois aux jeunes, on fait. Mais là, c'est qu'on dit des emplois dans l'espérance, hein, non, ça ne dure pas longtemps. Il n'y a pas de durable. Hein. Si jamais on fait des erreurs, ça coûte cher. Je rencontre un père de famille qui a voulu gérer une commune, après il va en prison, en mauvaise gestion. Qu'est-ce qu'il laisse derrière? Sa famille, sa femme et ses enfants. C'est pas une bonne image aussi ça. Alors c'est pour ça que maintenant que les prisons maintenant sont
sont remplis. Hein. Il y a de la place encore pour eux aussi. Hein. Il faut aider le peuple. Ben, il faut chercher des moyens. C'est ça. Vendre des légumes, aller à la pêche, plein de trucs. Si tu restes à la maison. Ma grande préoccupation, on a toujours parlé de l'avenir des enfants. Mais voilà, on parle des jeunes, garder les jeunes dans nos pays, mais une fois qu'ils sont en place, il n'y a plus, et ces jeunes-là sont oubliés. Alors, je pense que les mouvements, par exemple, en politique, il faut garder de ce qu'on dit, il faut bien retenir ce qu'on dit. Et à défaut d'avoir un emploi, l'agriculture et la pêche restent souvent les seuls moyens de subsistance de la population de Huahine. Et à Tahiti, le défilé du dépôt des candidatures se poursuit. Punaoui est venu en force avec 2 listes Tapura. D'abord Simplicio Lissan qui conduit seul sa liste Tehuturau. Celui qui se pose en tant qu'héritier de Ronald Tumaha'i compte dans ses rangs Nuihei Lorei ou encore Christian Bernaudon. Face à lui, la liste ouverte Tamari Punaoia menée par Te Varufric qui a reçu l'investiture de la majorité. Le vice-président du pays souhaite mettre son expérience des finances au profit de la commune. On écoute Te Varufric au micro de Patrick Tsinsing. La notion de Tamari Punavia, c'est finalement que nous sommes tous des enfants de Punavia, de souche, d'adoption, que l'on ait choisi d'y vivre ou que l'on y soit né. Ce qui est important, c'est de rétablir cette communauté, cette union dans Punavia. Parce qu'unis, on peut tous faire de grandes choses. Et c'est le message que je porte. Philippe Chil également, qui brigue un 4e mandat à Aroué, a déposé sa liste aujourd'hui, toujours soutenu par la même équipe et le Tapura. Le maire sortant espère une victoire dès le premier tour. Souvenez-vous, en 2014, Philippe Chil avait en effet manqué la victoire de 23 voix au premier tour. Voilà. Et puis à l'image de Louise Carlson, la candidate du Tavini Huir-Atira, Chantal Galnon, est la seule femme en lice pour le siège de maire de la capitale. Parmi les projets de sa liste... Non, je vous laisse donc apprécier un premier reportage. Je vous l'annonçais en titre, le reportage donc sur l'historique des maires qui ont dirigé la commune de Papeete. Elle est signée donc Marie-Christine Depape. 20 mai 1890, Papeete devient la première commune de plein exercice des établissements français d'Océanie. À sa tête, 11 maires se sont succédés. Le tout premier, François Cardella. Louise Carlson reste à ce jour la seule et unique femme. Elle est élue le 23 avril 1993, suite à la démission de Jean Juventin, qui retrouve le perchoir de l'Assemblée. Le représentant maire Michel Buyard, ancien député et ministre, brigue aujourd'hui un 5e mandat. Sa première bataille, c'est au municipal de 1989 qu'il l'amène sous la bannière de son association Yaora Papeete. Il recueille 21% des voix, pas suffisant pour détrôner le patriarche du Ereaia, réélu député. En 1995, c'est la victoire au second tour face à Louise Carlson. 2001, Michel Buyard est élu dès le premier tour. Idem en 2008. Au municipal de 2014, Michel Buyard l'emporte au second tour. Pour la première fois dans une triangulaire. Son principal adversaire, c'est l'ancien ministre de Scartemaru, tout juste affranchi du Tavini. Toti Nena engrange 38,94% des suffrages. Le combat a été rude. 1180 voix séparent les deux hommes. Michel Buyard trouve aussi sur sa route Julienne Fa, l'ancien ministre de la Santé avoisiné 12% des suffrages, 1300 voix environ. Michel Buyard décroche 26 sièges. L'opposition se partage les 9 restants. Le scrutin à Papeete, cette année-là, aurait été marqué par une progression de 6 points de l'abstention entre les deux tours. Voilà, comme je le disais tantôt, à l'image de Louise Carlson, la candidate du Tavini Huir-Atira, Chantal Galnon, est la seule femme en lice pour le siège de maire de la capitale. Parmi les projets de sa liste à Hereia Papeete, il y a la création d'emplois via de micro-entreprises. On l'écoute, elle était l'invitée café de ce matin.
Il faut savoir que nous avons travaillé avec plusieurs chefs d'entreprise, puisque sur notre liste, nous avons 3 jeunes femmes chefs d'entreprise qui nous ont donné donc des idées. Nous savons très bien que nous ne sommes pas les premiers pourvoyeurs d'emplois. Ce sont les commerçants, c'est le pays, etc. Cependant, la commune peut aider à créer des emplois et surtout à mettre en relation différents partenaires pour pouvoir créer des emplois. Et nous avons pour projet de travailler avec les commerçants, puisque nous sommes dans la capitale et c'est nous et les commerçants sont présents dans la capitale. Juste avant d'aller au standard, vous envisagez de créer combien d'emplois? Alors nous envisageons de créer 500 emplois par an. Nous disons que si nous arrivons à créer au moins 500 emplois avec les commerçants de la ville, voire toutes les entreprises, nous pouvons y arriver. Voilà, et face à Chantal Galnon à Papeete, il y a également Michel Buyard, Tawhiti Nena, Marcel Touyani et peut-être la liste de Gaston Floss. Marcel Touyani qui devra à son tour convaincre les auditeurs demain matin. Le leader de la liste Théora Apino Papeete viendra présenter son programme dans le cadre de l'invité café. Et c'est la fin de cette page des élections municipales. Pour clore ce journal, 2 médailles d'or pour le rhum polynésien au Salon de l'agriculture de Paris. Ce n'est pas rien. Le rhum du domaine Pari-Pari à Taha et le Tamouri Dream de la distillerie Mou de Tahiti ont tous les deux séduit le palais des connaisseurs. Voyez ce reportage de nos confrères à Paris tourné quelques heures avant les résultats. Nous sommes sur un rhum brun élevé sous bois avec ou sans indication géographique. Ce matin, les rhums étaient à l'honneur sur les tables du concours général. Plus de 200 jurés réunis pour déguster 216 rhums. Et si la majorité des bouteilles viennent de Martinique et de Guadeloupe, la Polynésie était présente avec les rhums de Tahiti. Des bouteilles dégustées à l'aveugle et réunies par catégorie. Ça va du rhum blanc, des punchs, jusqu'aux catégories des rhums vieux. Après, la comparaison entre les différentes îles, qui est toujours un joli souci. On a effectivement des appellations géographiques d'abord, puis le fait que ce soit des rhums agricoles ou pas, etc. Donc il y a des nuances, mais on concourt dans des catégories bien précises entre des rhums qui sont de mêmes origines. Et sur la table où se trouvaient les rhums tahitiens, l'un des crus a particulièrement plu. On a eu un produit qui se détachait du lot et à qui on a attribué la médaille d'or. Voilà, un rhum blanc, on suppose à 50 degrés. Dans le pavillon Outre-mer, les producteurs polynésiens dont les rhums participent au concours doivent encore attendre quelques heures avant les résultats. La nuit et la journée se passent un peu en stress, mais voilà, on fait avec. L'an dernier, c'est une distillerie tahitienne qui avait remporté la médaille d'or dans la catégorie rhum agricole. La médaille de l'an dernier a fait en fait bouger un petit peu les lignes parce que jusqu'à présent on ne produisait pas ou peu de rhum en Polynésie. Et donc on a pu se comparer vis-à-vis des autres productions des Antilles, des autres dom et ça a été une belle surprise pour nous. Médaillés ou non, les visiteurs apprécient dans tous les cas la découverte des rhums polynésiens. Et c'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. La menace de pandémie du virus Covid-19 n'empêche pas les Polynésiens de voyager. Ils évitent juste les pays très contaminés de l'Asie. Les États-Unis et la Nouvelle-Zélande restent les destinations privilégiées. À la une de vos quotidiens demain, la dépêche titre 2019, les bons chiffres de l'auto. Tahiti Info, Guéguerre, Tapura à Mooria. Voilà pour l'essentiel donc de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30 vos infos radio. Très belle nuit sur la première. Je vous retrouve demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet